Ça s'est bien passé, ça va? C'était pas trop court en termes de temps? On va pas si poussé que ça. C'était juste pour éviter de vous mettre les mots-clés directement dans l'énoncé. Mais globalement, c'est des choses qui sont à savoir. Alors, en instant, je vais ressortir l'énoncé, je vais ressortir la correction. Ta, 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 tam. Les QCM aussi, ça allait? Trop dur. Bon, c'est vrai qu'ils étaient pas faciles, mais après, c'est des choses qui tombent. Mais ouais, je comprends que certaines questions étaient un peu compliquées. Vous aviez d'autres remarques particulières ou pas? Bah, 1h10, non. C'est sûr que c'est pas représentatif parce qu'un dossier, en général, c'est plutôt 30-40 minutes. Mais étant donné qu'il était un peu long, on s'est concerté avec le tuteur pour plutôt faire 1h10 au total. Et les QCM, c'est vrai que ça prend 5 minutes dans les faits. Maintenant, dans la réalité, tu as environ 1 minute 30 par QCM, donc on essaie de respecter ça. Je veux dire, au concours, tu as 1h30 pour 60 QCM, donc ça te fait globalement entre 1 minute 30 et 2 minutes par QCM. Après, ouais, l'endocardite, de toute façon, c'est un sujet qui est difficile, mais si ça tombe, bah, voilà, c'est important de le maîtriser. Parce que je pense pas qu'on aille jusqu'à vous demander exactement quel traitement mettre en route, même si techniquement ça fait partie des recommandations qui sont bien établies et tout. Mais ça me paraît un petit peu poussé par rapport à toutes les connaissances qu'il y a à ingurgiter à côté. Par contre, savoir analyser un traitement d'endocardite, savoir comment mettre en marge des émocs, connaître les caractéristiques microbiologiques, ça pour moi c'est des choses qui sont importantes et qui sont largement tombables. Alors pour ceux qui ont envoyé sur 2 mails différents les documents, il n'y a pas de souci, hein, ça change rien. Alors, hop. Donc, on va passer à la correction. Je vais partager la correction comme ça. Voilà. Alors, donc on aura fini
avant 13h. Ça, c'est une évidence. Mais voilà, si je vois qu'on tarde un petit peu et que 13h se rapproche, je vais accélérer un peu parce que je devrais partir. Ouais, le mail, c'est ifarma. Attends, je vais le remettre si tu veux. ifarma.tuteur@gmail.com. Je te le mets dans le chat. Alors, donc, pour le QCM 1, qu'est-ce que vous avez plutôt répondu? Ça, les vaccins vivants, c'est important de les connaître. Super important. ADE, ADE, totalement d'accord. Les vaccins vivants, là, dans cette liste, sont A, D et E. Le B, c'est de... C'est pas du vivant, non. Mais j'ai oublié, c'est du... C'est pas de l'atténué, je crois que c'est des fragments. Mais bref. Alors, tu vois pas l'écran. Ah, parce que... Ok. Voilà, j'avais juste pas partagé l'écran. La question au sujet du score de Mac Isaac. Qu'est-ce que vous avez répondu? CE, CE. Ouais, on est d'accord, c'est bien CE. Vous vous souvenez d'à quoi ça correspond, le score de Mac Isaac en termes de score clinique? Ouais, pour les angines à strepto, pour savoir si on fait un test diagnostic rapide. Je vais vous le remettre là tout de suite. Hop. Donc dedans, le piège. Alors, non, là, celui-là, c'est pas le bon. Voilà. Le piège, c'est que supérieur à 45 ans, c'est moins un point. C'est pas plus un. Température supérieure à 38, ça compte un point. Absence de toux, ça compte un point. En général, les gens ont plutôt mal à la gorge et ont du mal à avaler plutôt que de la toux. Des adénopathies cervicales douloureuses et une augmentation de volume ou un exsudat au niveau des amygdales. Donc c'est un score qui est sur 4. Le signe de Koplik, c'est un signe qui est pathognomonique de la rougeole. Ça fait des petites taches au fond de la bouche. Ouais, de la rougeole. Et du coup, ça te fait des petites taches comme ça, un peu blanches, bleues, au fond de la bouche. Et du coup, ça n'a rien à voir avec les angines à strepto. Au sujet de la question 3, qu'est-ce que vous avez répondu? Ouais, on est d'accord, hein, il n'y a que la C qui était vrai là-dessus. La E, c'est un gramme négatif, Campylobacter. La D, est-ce qu'elle fait des diarrhées, Legionella? Oui, non. Ouais, ça fait des diarrhées. Il faut savoir que les légionnelles, c'est la bactérie à laquelle il faut penser si en cas clinique, vous avez une association toux plus syndrome digestif. Si on vous met en plus un historique soit de ballon d'eau chaude qui marche plus, soit de cure thermale, voilà, vous pensez légionnelle. Maintenant, c'est un gramme négatif, donc là, dans cette question, il ne fallait pas le cocher. Voilà, voilà. Alors, dans le QCM 4, qu'est-ce que vous avez répondu sur le syndrome néphrotique? ACD, ACD. Est-ce qu'on a une autre réponse? AD. La bonne réponse, c'était CD. Le syndrome néphrotique, il est seulement défini biologiquement. Tout ce qui est œdème, complications thrombotiques, hypertension, tout ça, c'est des choses qui sont à part, mais c'est pas ça qui définit le syndrome néphrotique. Est-ce que vous pouvez me rappeler la définition du syndrome néphrotique? Ouais, protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures. Et après, pour les enfants, c'est un petit peu différent. C'est une protéinurie qui est exprimée en milligrammes kilo que j'ai plus en tête. Mais globalement, c'est ça. Et on a ceci une hypoalbuminémie ou hypoprotidémie.
Alors, ensuite, ta, 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 pour la B, est-ce que vous sauriez ce qu'est la cause la plus fréquente de syndrome néphrotique? Alors non, c'est pas le syndrome de Berger. C'est pas le syndrome du berger, c'est le syndrome de Berger, mais c'est pas ça. C'est pas la néphropathie IgA, c'est pas le diabète. En fait, c'est une néphrite à lésion minime. C'est pas une immunoglobuliноpathie. En fait, il y a deux possibilités pour le nom, mais ça décrit la même chose, soit glomérulonéphrite à lésion minime, soit néphrose lipoïdique. Ce sont des étiologies qui n'ont pas vraiment, enfin qu'on n'arrive pas à rattacher vraiment à une cause physiopathe bien particulière. Mais voilà, chez les enfants, c'est généralement ça. Alors, j'ai jamais entendu parler, mais justement, c'est pour ça que je vous le dis, quoi. Donc, en général, ça passe sous corticoïdes. Donc, l'AD, du coup, est vrai, parce que les corticoïdes peuvent faire partie de la prise en charge. On peut mettre aussi du tacrolimus, de la cyclosporine. On peut rajouter également des HBPM et des antihypertenseurs. HBPM parce que on a des complications thrombotiques. Parce que du coup, on va pisser tous les facteurs de la coagulation et surtout les facteurs anticoagulants. Donc, on a des complications thrombotiques, il faut mettre sous HBPM. Et l'électrophorèse des protéines urinaires, ça diminue toutes les fractions, sauf les alpha 2 qui montent. Alors, le diagnostic glomérulonéphrite et syndrome néphrotique, bah, globalement, euh, dans la glomérulonéphrite, tu vas avoir du sang dans les urines déjà, que tu n'auras pas dans le syndrome néphrotique. Et ensuite, le reste, bah, tu fais à la fois en fonction du taux de protéinurie, de la baisse du complément et d'autres éléments biologiques que tu as à côté. Donc pour la question 4, les bonnes réponses, c'était C et D. La bêta, elle diminue un petit peu. L'alpha-2-globuline, elle monte. C'est la seule fraction qui a l'électrophorèse des protéines urinaires. Euh, Ah merde, c'est protéines sériques. Donc dans tous les cas, c'est faux. C'est faux. L'électrophorèse des protéines sériques, l'alpha-2 augmente. Voilà, là, c'est juste moi qui est bugué. Mais c'est bien protéines sériques. Et c'est l'alpha-2 qui augmente. Donc c'est D. QCM5. Non, le profil des EP sur protéines urinaires et sériques, c'est pas du tout la même chose. Mais ça, si tu veux, on en parlera plus tôt. Si tu m'envoies un mail, je te décrirai ça. Mais là, je vais pas prendre le temps de le décrire là en pleine colle. Au sujet du QCM5, qu'est-ce que vous avez mis? Alors là, A, je suis d'accord. Maintenant, ce n'était pas la seule bonne réponse. L'élimination des troponines, elle se fait comment? Ouais, c'est une élimination qui est rénale. Donc, si vous avez un patient qui a insuffisance rénale chronique, il va avoir une ligne de base, entre guillemets, des tropos qui sera plus haute. Donc, A, elle est vraie. La B, elle est vraie. Et il y en a une autre qui est vraie. Est-ce que vous sauriez laquelle parmi les trois dernières? La D est vraie, ouais. Si vous vous souvenez, les troponines, vous les trouvez dans tous les muscles striés. En fait, tant qu'on ne vous précise pas que c'est des troponines T, C, donc pour cardiaque, vous allez doser les troponines de tous les muscles striés du corps. Pour les troponines I, par contre, c'est beaucoup plus spécifique du myocarde, donc ça augmente pas vraiment si vous avez une dermatomyosite. Mais pour les patients voilà, qui sont dermatomyosites ou qui ont des lupus qui ne sont pas du tout équilibrés et qui ont des myosites associés,
Bah, en fait, ils sont des remaniements musculaires continus et donc des lyses des rhabdomyocytes en continu. Et donc, ils vont avoir des troponines qui sont élevées. Et voilà, ce qu'on regarde, ça va être la variation des troponines sur 3 heures pour eux, plutôt qu'un dosage. Donc, les bonnes réponses pour la 5, c'était A, B, D. Au sujet de la question 6, qu'est-ce que vous avez répondu? CDE, ABE, BD, BE. Alors, pour iPhone, pourquoi est-ce que tu as répondu la A? Je suis curieux. On parle d'effet indésirable pneumologique, hein. Pour moi, le finastéride n'a aucun effet indésirable pneumologique, en tout cas pas d'intérêt clinique, spécifique. Ouais, OK. Le dasatinib, ça fait partie des inhibiteurs de tyrosine kinase qui sont à risque pneumologique. Donc ça fait partie des ITK à connaître qui ont cet effet indésirable-là. Pour les anti-BCR-ABL autres, il y a le nilotinib également, il y a l'imatinib et donc ils ont par contre des effets indésirables plutôt cardiaques. Voilà, il faut bien faire la différence. Le dasatinib, c'est plutôt pneumologique. Le méthotrexate, je vois qu'il y a 2 personnes qui l'ont mise. Ce qui est cardiaque, c'est notamment le nilotinib. Donc le méthotrexate, je suis d'accord. Ça fait quoi le méthotrexate au niveau pulmonaire? Pneumopathie interstitielle, ouais, et fibrose, ça fait les 2. Donc ça, c'est important parce que si vous avez regardé un peu les collèges, c'est pas forcément dit beaucoup en cours, mais la polyarthrite rhumatoïde, ça fait aussi des atteintes pulmonaires. Donc si vous avez un patient qui est sous méthotrexate et qui se met à tousser, bah, voilà, il faut faire des examens complémentaires pour savoir si c'est le métaux ou si c'est une évolution de la maladie. Le diazépam, je vois que bah, vous étiez plutôt d'accord, oui. Ça fait des dépressions respiratoires à forte dose ou à faible dose chez des patients qu'on n'a jamais pris. La polyarthrite fait des troubles respiratoires parce que, bah, entre guillemets, c'est comme ça. On ne sait pas trop. Mais c'est une évolution réelle de la maladie. Et le 5FU, ça fait pas de troubles respiratoires. Ça fait surtout des troubles cardio. Ça fait des spasmes des artères coronariennes. Mais ça fait pas d'effet indésirable pneumologique. En tout cas, pas directement. Bah, c'est pas direct, quoi, comme effet indésirable. Au niveau de la 7, oui, le dasatinib, il est vrai parce qu'il fait notamment l'HTAP, mais pas que. Au niveau de la 7, qu'est-ce que vous avez répondu? Pour l'identification de plasmodium ovale sur prise de sang périphérique. Alors, je vois que vous êtes pas tous à avoir mis la A. Dracofeu, pourquoi t'as pas mis la A? Est-ce que tu avais une idée derrière la tête ou... Ouais, c'est faux. La A, en fait, elle correspond à Plasmodium malarié. Les gros amas de pigments démozoïdes, en fait, c'est vraiment quasiment spécifique de malarié. Vous en trouverez des petits, mais vraiment tout petits pour Revalé et Vivax, mais en gros amas, non. Les taches de Morer, est-ce que c'est ovalé? C'est falciparum Morer. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est pour, euh, pour ovaler Vivax comme petite granulation? Ouais, granulations de Schuffner qui sont plus ou moins grosses. Granulation moche. Euh, Ensuite, est-ce que vous avez les 3 stades que vous pouvez voir sur prise de sang? Je vois que globalement, vous êtes d'accord. Si vous ne voyez pas les 3 stades, ça vous oriente plutôt vers quelle espèce?
Ouais, plutôt vers falciparum, parce que les schizontes sont retenus dans les petits capillaires, et vous les verrez que si vous avez une énorme parasitémie pour falciparum. Ensuite, je vois que personne n'a mis la D, personne n'a mis la E, je suis d'accord. La D, les gamétocytes en forme de banane, c'est falciparum. Et la E, les hypnozoïtes, vous ne les verrez pas sur prise de sang périphérique. Ce sont des formes intrahépatiques. Exactement. Donc là, je vous ai mis le tableau du Debuck avec le résumé en fait des caractéristiques par, par espèce. C'est important de vraiment le connaître, déjà pour le concours, mais aussi pour regarde, parce que même si vous ne faites pas de semestre de mycopara et que vous allez en biomède, vous risquez de faire des gardes pluridisciplinaires et ça bombarde. Le palu, vous en aurez quasiment à chaque garde. En tout cas, des recherches de palu, si vous faites des gardes pluridisciplinaires. Ensuite, la question 8. Ah, les bonnes réponses, du coup, pour la 7, c'est A. Non, c'est juste la C. Juste la C. Au niveau de la 8, qu'est-ce que vous avez répondu? ABCE, ABDE, ABE. Alors, la 8, les bonnes réponses, c'était ABE. Le liraglutide, c'est bien un analogue de GLP-1. Si vous avez taffé en officine, rappelez-vous, en fait, les injectables dans le diabète, c'est des protéines, donc c'est des analogues de GLP-1. Si on vous demande plutôt des incrétinomimétiques inhibiteurs de DPP4, ça va plutôt être dans les comprimés, donc les gliptines. Voilà. Si vous avez taffé en officine, ça vous aide un petit peu. La carbose, est-ce que vous vous souvenez ce que ça fait comme effet pharmacologique? Ouais, ça inhibe les alpha-glucosidases, et du coup, c'est ça, ça fait péter. La metformine, est-ce que, enfin, à partir d'un DFG à 60, on fait quoi? On diminue la poso, ouais. Au-dessus de 60 millilitres minutes, on peut monter à 1000 mg 3 fois par jour. Si on est entre 40 et 60, on descend à 750 x 3. Si on est entre 30 et 45, on descend à 500 x 3. Et si on est en dessous de 30, c'est contre-indiqué. Parce que sinon, on a quoi comme risque? Acidose lactique, exactement. Ouais. Ensuite, le glibenclamide, je suis d'accord avec vous, c'est pas un médicament à élimination rénale inchangée majoritaire, c'est majoritairement par voie hépatique. Et ensuite, on a une élimination mixte des métabolites. Mais voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir du glibenclamide quand on a des néphropathies diabétiques. Le dosage de l'HbA1c, je vois que certains du coup l'avaient mis, et je suis totalement d'accord. Quand on a un variant de l'hémoglobine qui fait qu'on a une HbA2 ou une HbF qui est supérieure à 20%, ou si on a une HbS homozygote, dans ce cas-là, le dosage de l'HbA1c n'est pas réalisable, il sera faussé. Parce que forcément, vous n'aurez pas assez d'HbA1 pour rechercher l'HbA1c de façon convenable. Donc, on va plutôt doser autre chose. Est-ce que vous savez ce qu'on dose? Les fructosamines, exactement. Alors, on peut dire fructosamine ou produits d'Amadori, c'est exactement la même chose, hein. Donc, les bonnes réponses pour la 8, c'était A, B, E. Au niveau de la 9, qu'est-ce que vous avez répondu? Je vois que vous êtes globalement pas trop d'accord. Ah, si, peut-être un petit peu. Ah, si, ok, ça va. Alors, pour les lymphocytes T matures,
Donc, on va éliminer déjà tous les marqueurs qui sont de lignée immature. Donc, le CD34, c'est immature, c'est vraiment les cellules, enfin, c'est les cellules hématologiques qui sont immatures. Ensuite, le CD19, c'est pour les lymphocytes B. Le CD56, c'est pour les lymphocytes NK. Le CD3 intra et un petit peu extra, mais surtout intra, c'est pour les lymphocytes T. Et les CD4, évidemment, oui, lymphocytes CD4, CD8, voilà. C'est un peu chiant d'apprendre les nombres, je suis d'accord. Maintenant, c'est vraiment le genre de truc où bah, quand tu es en laboratoire, si tu sais pas, bah, tu es dans la merde. Et puis, il y en a quand même qui sont pas compliqués, entre guillemets, quoi. Genre le CD4, tu le sais déjà. Le CD19, il est dans le score de Matutes. Le CD34, c'est vraiment les cellules souches hématiques, du coup, qui sont immatures. Et CD56, a priori, tu l'avais déjà vu avec les NK. Bah, je peux le rajouter, ouais, tout à l'heure, dans la correction. Ensuite, pour le 10, qu'est-ce que vous avez dit? Pour la 9, c'est AE. Pour la 10, vous avez répondu quoi? BCD, CD, BCD, ABDE. Pour la 10, tout était vrai. Alors, juste pour rappel, du coup, le CMH1 présente des peptides de 8 à 12 acides aminés, le CMH2 de 13 à 18. Le CMH2, ça présente surtout des peptides qui ne sont pas d'origine du soi, donc forcément des peptides étrangers. Il est présent à la surface des CPA, en englobant les cellules du thymus, qui jouent le rôle de CPA pour les lymphocytes T immatures. Effectivement, le CMH2 est reconnu par les CD4 et le CMH1 par les CD8. Et les inhibiteurs du protéasome, elle est vraie, si. En fait, comment est-ce que ça marche le CMH2? Vous allez d'abord avoir la phagocytose d'éléments extracellulaires qui vont être internalisés, qui vont passer par le protéasome. Bah, le CMH1 et 2 sont impactés. Tu as la cross-présentation aussi. Donc, dans tous les cas, les inhibiteurs du protéasome, ça joue là-dessus. Tu auras le CMH1 et 2 qui seront impactés par les inhibiteurs du protéasome. Mais voilà, globalement, pour avoir l'expression d'un peptide sur un CMH, ça passe soit par les enzymes lysosomiales, soit par le protéasome, et en général, ça passe par les deux, avec l'histoire de cross-présentation. Ok. Du coup, les bonnes réponses, c'était A, B, C, D, E. On est bon? 15 à 25, 13 à 18, globalement, c'est la même idée. C'est pas inférieur à 10. En fonction du cours que tu as eu ou en fonction du livre, c'est un peu variable. J'ai mis le truc que j'ai retrouvé le plus fréquemment. Ouais, c'est complexe. Majeure d'histocompatibilité de classe 2. Du coup, pour le dossier, alors, je vais mettre la correction. Alors, donc là, c'est vraiment si vous avez des questions, on va y répondre, mais sinon, globalement, je vais lire la correction que j'ai faite. Si vous avez des remarques, il n'y a pas de souci. Alors, je vais juste ouvrir à côté l'énoncé tel quel pour vous montrer où il fallait récupérer les informations. Alors, hop, hop. Et voilà. Ça, on devrait être bien. Du coup, la question, c'est quelles pathologies sont à évoquer face à ce tableau, indiquer et détailler le score permettant de poser le diagnostic.
Ah non, ça c'est une question que j'avais retirée par la suite, que j'ai mis en question 2. Du coup, quelle pathologie à évoquer face à ce tableau? À chaque fois, la première question, quand on vous demande de parler d'une pathologie à partir d'un énoncé clinique, il faut toujours faire en 3 parties: terrain, clinique, diagnostic possible, et vous ajoutez la biologie si jamais vous avez de la biologie et qu'on vous demande de l'interpréter. Là, là, dans l'énoncé, à ce stade-là, il y avait que de la clinique. Donc, terrain, clinique, diagnostic. Au niveau du terrain, ça vous fait toujours gagner des points de donner le sexe, l'âge et de dire s'il y a une intoxication alcoolo-tabagique, notamment dans des cas où vous avez un énoncé sur de la cardio. Étant donné que par la suite, on va parler d'une endocardite, c'est important de dire qu'il y a eu une valve prothétique de moins d'1 an. Parce que ça change les risques en termes d'infection, que ce soit de moins d'1 an. On peut parler d'une intoxication alcoolique à partir du moment où il en boit. Si tu mets récent, c'est pas assez détaillé. Soit tu mets 7 mois, soit tu mets moins d'1 an. Faux d'Osler, c'est la même chose. Je vous compterai le point quand même. Vraiment, en fait. Là, en fait, j'ai mis tous les mots-clés qui vont ensemble. Heu, voilà, je compte le point pour les 2. Et puis, en général, quand les patients vous disent, qu'ils boivent un petit verre, ils boivent pas qu'1 verre par repas. Entre nous, il faut généralement, faire au moins plus de au moins. L'intoxication alcoolique, c'est un facteur de risque cardiovasculaire général, pas juste endocardite. Mais du coup, c'est lié au fait qu'il ait eu une insuffisance mitrale, il y a 7 mois et qu'il ait eu besoin d'une valve. Donc, au niveau clinique, ensuite, on note tous les éléments qui sont cliniques. Donc, les frissons intermittents, qui sont là, frissons intermittents depuis un moment, une dyspnée, donc là, qui est d'origine cardiaque, parce que le cœur, du coup, a du mal à envoyer du sang dans les poumons à cause de sa cardiopathie. Il est normotendu. Ça sert à rien de mettre directement les valeurs de tension artérielle, il faut les interpréter. Il a son souffle mitral qui est revenu, qui est là, le médecin perd son souffle mitral. Et ensuite, là, vous avez donc des lésions de Genway, des faux panari d'Osler, et là, les hémorragies en flamèche, bah, en fait, je vous avais mis directement dans l'énoncé. Au niveau du fond d'œil, on aurait pu rechercher, des taches de Roth et on aurait pu rechercher des emboles aussi ailleurs, mais on va en parler à côté. Alcoolisme, ça passe. Les constantes du patient sont normales, je sais pas comment le comptent les profs. Moi, je te le compterais bon dans la correction, mais voilà, je sais pas comment le comptent les profs. Ensuite, donc le score de diagnostic, ce sont les critères de Duke. On dirait que possible, une insuffisance cardiaque globale, ça aurait pas pu marcher parce que tu as beaucoup d'emboles et surtout tu as l'historique d'insuffisance mitrale avec la valve et la fièvre. La fièvre intermittente, ça fait pas du tout d'insuffisance cardiaque. Donc le score de probabilité diagnostique, c'est les critères de Duke modifiés. Si vous avez mis critères de Duke, je vous le compte quand même. Donc il y a 3 cas, endocardite certaine, possible et rejetée en fonction des éléments que vous avez dedans. L'apparition est rapide, mais après la valvulopathie peut jouer dans la survenue d'une insuffisance cardiaque. Donc bon. Alors c'est modifié parce qu'il y a eu des critères de Duke, entre guillemets «anciens», qui ont été rajoutés, enfin auxquels on a ajouté d'autres critères pour arriver aux critères actuels. Donc dans les critères majeurs, vous avez les hémop positives ou une séropositive pour Coxiella burnetii, parce que c'est difficile à cultiver.
Donc EMOC positif, donc en gros des critères microbiaux. Et à ça, vous ajoutez un critère échocardiographique. On va rechercher des lésions. Donc soit une masse, soit un abcès, soit une désinsertion partielle de la prothèse, soit une apparition d'insuffisance valvulaire. Alors non, pas besoin de détailler tous les mineurs. Je ne vous l'ai pas dit dès le début, mais globalement, tous les mots en gras, ça compte 1 point et tous les mots soulignés, ça compte 0,5. Si c'est ni gras ni souligné, c'est juste pour vous. Échographie, ça passe quand même. Ensuite, dans les critères mineurs, tout ce qui est prédisposition, cardiaque prédisposant, drogue illicite, la fièvre et signes extracardiaques, vasculaires et immuno. Merde. Et immuno. Donc au niveau vasculaire, on va rechercher des emboles, on va rechercher des hémorragies intracrâniennes, on va rechercher les signes cliniques là qu'on a, notamment sur les mains du patient, au fond d'œil, etc., etc. Et au niveau immuno, on va rechercher des glomérulonéphrites, on va rechercher les nodules d'Osler, techniquement, c'est des emboles septiques qui migrent et ensuite qui s'inflamment. On va rechercher un facteur rhumatoïde positif éventuellement. Ça se fait pas beaucoup, mais c'est possible. Bref, voilà. Et ensuite, c'est si on a des preuves microbiologiques d'infection compatibles, mais qui ne rentrent pas dans le contexte des hémocs positives. Enfin, si tu en as plus de 2, plus de 3, enfin voilà. Donc en fonction de ça, on arrive à un score qui permet de dire si tu as une endocardite infectieuse certaine, possible, ou si tu la rejettes. Voilà, voilà. Vous aviez des questions sur la question 2 et 1 ou pas? Non, ça va? Alors, une lésion de Janeway, en fait, ça va te faire des taches comme ça qui sont plates. C'est des espèces de... C'est des macules indurées, non douloureux. C'est les taches rouges ici, là. C'est pas des emboles septiques, c'est en fait juste des extravasations parce que tu as des migrations d'emboles non septiques qui vont se loger dans les petits capillaires. Et du coup, vu que ça a bouché les petits capillaires, tu as une extravasation. C'est ça, des mini-anévrismes. Enfin, des ruptures. Et du coup, les nodules d'Osler, c'est induré, c'est un petit peu plus épais, enfin, c'est nodulaire, quoi. Là, c'est septique, il y a une inflammation. Voilà. Et les nodosités d'Osler, tu les retrouves surtout au niveau des extrémités des doigts et des orteils. Les taches de Roth, c'est au fond d'œil que tu les vois. C'est des hémorragies intrarétiniennes. Je peux vous mettre une photo peut-être. Voilà. Globalement, vous avez la tache de Roth qui est une migration du coup d'un embole qui va faire péter le capillaire avec l'hémorragie autour. Globalement, c'est le plus gros risque de l'endocardite infectieuse, c'est tous les emboles que vous pouvez avoir. Et c'est du coup quelque chose qu'on va rechercher au niveau clinique, que je ne vous ai pas demandé dans la question, parce que je vous ai demandé des examens biologiques, mais en termes d'examen clinique et d'imagerie, on recherche des emboles. En fonction de la localisation de l'endocardite, on va rechercher plutôt dans le poumon, ou dans les yeux, le cerveau, etc., etc. Donc, dans les examens biologiques, qu'est-ce qu'il fallait prescrire? Alors, toujours une NFS, entre guillemets, pour regarder les leucos, parce que ça nous permet de savoir, d'avoir une orientation plutôt sur l'infectieux ou sur le non-infectieux. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des endocardites non infectieuses, auto-immunes, marastiques. Ça permet de voir aussi si on a des idées sur des vascularites ou autres. La CRP, on aurait pu, enfin, si vous m'avez mis la procalcitonie, la PCT, je la compterais bonne quand même aussi. C'est vraiment pour des atteintes bactériennes. Mais en réalité, dans ce contexte-là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à faire un dosage de PCT en première intention.
Le dosage du complément, c'est entre guillemets «important». Vous ne le retrouverez pas dans tous les livres, parce que, bah, juste, ils parlent souvent de l'endocardite infectieuse, mais quand on n'a pas de véritable orientation directe, on les dose justement pour savoir si, bah, c'est une cause, plutôt, immunologique. Iono, glycémie, bilan rénal, hépatique, tu peux, mais c'est pas essentiel parce que le iono en soi, si tu as pas de signes cliniques sur un syndrome rénal, ça va pas beaucoup t'intéresser. La glycémie, je vois pas trop l'intérêt dans ce contexte-là. Le bilan rénal, en fait, il va avec le iono de manière générale. Et le bilan hépatique, je vois pas à quoi il te servirait du tout. Parce que vraiment là, tu as quelque chose de cardiaque. Dans la réalité, on va prescrire un petit peu de tout ça, parce qu'on veut entre guillemets «une ligne de base». Mais c'est pas essentiel. Donc on fait les émocs. Pour les émocs, vous avez vraiment un gros paragraphe à apprendre par cœur et ça, j'insiste, parce que si ça tombe, vous êtes sûr que chacun de ces points-là vaut des points, au concours. C'est vraiment ce que vous avez dans les PILI, dans les collèges, d'infectio et c'est le truc typique qui, bah, du coup, qui sera dans la grille. Donc c'est un prélèvement de sang veineux après antisepsie alcoolique. Ah, je vais tourner un peu comme ça. Donc prélèvement veineux après antisepsie alcoolique. Le prélèvement est fait au lit du malade. Ça se fait pas sur un tube de sang qui a été envoyé au labo, évidemment. Avant toute antibiothérapie, ça c'est hyper important et s'il y a une antibiothérapie qui a été lancée, ce sera marqué sur la feuille de demande parce que c'est un facteur de risque de fausse négativité des émocs et c'est de l'urgence. Le prélèvement, il est fait par paire, donc aérobie et anaérobie. Vous recevrez tout le temps des paires au labo. S'ils suspectent un germe atypique, ils vous enverront un flacon en plus. Après c'est des germes qui sont «plutôt rares» entre guillemets. Dans les émocs, vous avez toujours un milieu de culture qui est liquide, qui est non sélectif, avec un anticoagulant dedans. Donc, vu que c'est un milieu liquide, il sera forcément dilué, donc il faut un minimum de 10 ml par flacon. Un minimum de 10 ml par flacon, 2-3 paires sur 24 heures, volume optimal de 40 à 60 millilitres au total, répartis sur toutes les émocs. Quand vous avez une émoc, que vous la recevez, il n'y a pas besoin de faire d'examen direct, parce que la charge bactérienne est trop faible. Vous le mettez directement dans l'automate. L'automate, bah, une espèce d'incubateur, qui va vous dire quand l'émoc sera positive et on en parle juste en dessous de comment est-ce qu'il fait pour détecter ça. Les paires d'émoc, comment est-ce qu'on les prélève? Soit vous les prélevez toutes au même moment pour limiter les risques de contamination par des germes cutanés, soit vous les prélevez à 30 minutes, 1 heure d'intervalle, de préférence au moment des pics fébriles. Au moment des pics fébriles parce qu'en fait, c'est là qu'on va avoir des décharges d'emboles septiques et s'il y a des décharges, bah, forcément, on a plus de chances d'en avoir dans les l'émoc. Le transport sans délai au labo, incubation à 37 degrés pendant 5 jours, sauf si c'est des germes à croissance lente. Si c'est des germes à croissance lente, du coup, vous aurez un flacon en plus et le service vous appelle pour vous dire que tel émoc doit être gardé plus longtemps. Bah, c'est pas obligé au moment des pics fébriles, mais c'est mieux. Bah, en fait, voilà, c'est vraiment ça, parce que c'est une urgence, hein. Donc si tu as pas le choix, tu as pas le choix. Mais si tu peux le faire pendant les pics fébriles, c'est mieux. Et du coup, comment ça détecte qu'il y a une croissance bactérienne dedans? En fait, il y a une résine au fond du tube, qui est normalement verte et qui va devenir jaune quand elle va détecter du CO2 par la croissance des germes. Et du coup, une fois que vous avez, un culot qui est jaune, l'automate, lui, le reconnaît par une lecture optique
et il se met à sonner pour vous dire, bah, tel émoc est positif, tiens, je te la sors, et puis regarde au microscope. Et du coup, là, c'est ce que je vous ai mis ensuite. Je n'ai pas mis de point dessus parce que c'est un peu poussé, entre guillemets. Mais en gros, vous faites de la biologie moléculaire, vous faites un examen direct, vous faites une culture et un antibiogramme. Et ensuite, on peut chercher des critères de gravité de l'atteinte cardiaque avec des dosages de BNP ou des tropos. Voilà, parce que bah, syndrome cardiaque, en général, on ne prend pas trop de risques. Ensuite, les micro-organismes qui sont recherchables. Alors là, c'est là que c'était vraiment important de noter que ça faisait moins d'1 an qu'il avait eu sa valve. Parce que là, ça change les risques en termes de bactéries. Donc, pour les endocardites infectieuses, de manière générale, les plus fréquents, c'est Staphylocoque doré et Staph coag-neg. Et justement, les coag-neg, bah, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne asepsie des émocs parce que bah, du coup, il faut 3 émocs positives au même germe pour eux, qui sont d'origine cutanée en général. Les streptocoques oraux, si vous avez mis du groupe D, je vous le compte aussi bon. Les entérocoques. Globalement, c'est surtout ces 4-là. Les bactéries du groupe A sec aussi, ce sont des bactéries à croissance lente. Bah, tu peux le trouver avec 1 ou 2C. Moi, je l'avais appris avec 2C. Là, dans les sources que j'ai retrouvées, bah, en fait, il y en avait un seul. Donc globalement, et c'est parce qu'ils mettent Coxella Burnetti dedans, en fait, en fonction des livres. Soit ils le mettent dedans, soit ils le mettent pas dedans. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et du coup, si vous m'aviez mis d'autres bactéries ou des champignons qui sont responsables effectivement d'endocardites infectieuses, mais plus rares, je vous comptais un demi-point bonus avec un maximum de 1,5 point bonus. À savoir que le VIH fait de rares endocardites infectieuses. Vraiment, le VIH, c'est un des trucs qui fait des atteintes dans tout le corps, possiblement. Et la Covid-19, je pense que vous en aviez entendu parler avec les vaccins, mais c'est plus fréquent encore juste avec l'infection virale elle-même. Voilà. Je crois que j'avais rien d'autre à dire. Non, que j'avais rien d'autre à dire. Au niveau des critères thérapeutiques, ça également, c'est quelque chose à apprendre par cœur, parce que si on vous demande un truc en lien avec des émocs et une infection profonde à traiter qui est entre guillemets «grave», on va vous demander de ressortir ce paragraphe. Donc mise en route d'une antibiothérapie probabiliste, avant déjà d'avoir les résultats du labo, avec des critères de bactéricidie, critères de posologie prolongée à forte dose et par voie parentérale à la phase initiale. Ça, c'est littéralement le le paragraphe qui est dans le PILI, littéralement. Traitement empirique, ouais. Ouais, c'est la même chose que traitement probabiliste. L'association synergique d'antibio, tu peux le rajouter parce qu'après, je crois que je l'ai mis dans la description du traitement lui-même, mais c'est pas dans le paragraphe, directement de mémoire. De toute façon, je compte des points en dessous. Donc voilà. Comment est le traitement probabiliste mis en place? Donc déjà, la thérapie globale, c'est une thérapie pour un patient qui n'a pas d'allergie, parce que c'est dit dans l'énoncé qu'il n'a pas d'allergie pour les pénis, heu et qu'il a une valve prothétique de moins de 1 an. Ce qui fait que du coup, on suspecte surtout les Staph aureus résistants à la méticilline et des bacilles gram négatifs qui sont pas à sec. Donc par exemple des entérocoques. Donc dans ce cas-là, on aura la trithérapie vanco-gentarifan.
Ta, 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 ta. Si vous regardez dans les recos de l'ESC, vous avez un joli tableau. Évidemment, ça ne marche pas. ESC. Voilà. Vous avez un joli tableau qui est quelque part. Ta, 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 ta. Voilà. Où en gros, vous avez la description en fait, en fonction du germe qui est recherché. Donc là, pour les staphs, on se situe là. Méticilline susceptible, non. Méticilline résistant, voilà. Vanco. Et avec valve du coup prothétique. Voilà, Vanco, Rifan, Jantin. Et donc ça, vous le trouvez en ligne directement accessible. Alors, je pense pas qu'on vous demande de ressortir le traitement d'endocardite infectieuse, mais c'est juste pour vous, si vous avez besoin de moment de regarder, parce que c'est des recos qui sont assez bien détaillés. Globalement, pour une endocardite infectieuse à staph sensible à la méticilline, on va mettre une PNIM directement. Pour un staph résistant, on met Vanco-Janta. Voilà. Si on a un patient qui a un staph sensible, mais qui a une allergie aux pénicilline, on fait aussi Vanco-Janta. Et par-dessus, pour tous les patients qui ont une valve prothétique, on rajoute la rifampicine. Voilà. Ça, c'est vraiment, entre guillemets, le schéma de traitement pour les staphs. Pour les streptos, ça change un peu. Pour les entérocoques, ça change un peu. Et pour Coxiella burnetii, même s'il n'est pas au concours, on rajoute de la doxycycline. Voilà. Du coup, pour la description du traitement par médicament. Donc, Vanco, c'est de l'intraveineux strict. Si vous le donnez en péros, il n'y aura pas d'effet parce que ce n'est pas absorbé. La seule indication de la voie péros, c'est pour les clostridioides. Et si vous le mettez en intramusculaire, je vous retire un point parce que c'est à fort risque de nécrose du muscle. Ça, pour le coup, c'est le truc qu'il ne faut pas mettre. Donc, vraiment de l'intraveineux. La classe thérapeutique, antibiotique. Classe pharmacologique, glycopeptide. Si vous m'avez dit glycopeptide première génération, ça passe aussi, aucun souci. Ça a un effet qui est bactéricide, temps dépendant. Ça, c'est des mots-clés qui sont absolument importants à connaître. Avec une absence d'effet antibiotique et présence d'un effet inoculum. L'effet inoculum, en fait, ça veut dire que plus vous avez une charge bactérienne qui est forte, plus l'effet de l'antibiotique va être faible. Parce que voilà, il peut se fixer qu'un certain nombre de motifs DLA maximum, quoi, entre guillemets, en fonction de la dose que vous mettez. Donc forcément, si vous avez beaucoup de bactéries, il va y avoir beaucoup d'endroits où se fixer, et voilà, en termes d'équilibre, c'est pas top. C'est un médicament qui est à marge thérapeutique étroite, en raison de ses risques de néphrotoxicité et d'autotoxicité. Du coup, il y a un suivi thérapeutique pharmacologique. Et si vous faites de la pharmacobiologique, vous verrez que c'est important, c'est suivi, à la fois pour les toxicités, et aussi parce qu'en début de semestre, les internes oublient de mettre des doses de charge pour la vanco. Et du coup, c'est entre guillemets le filet de sauvegarde pour les patients, quoi. En mécanisme d'action, du coup, c'est une inhibition de la synthèse du peptidoglycane par fixation sur les motifs DALA, DALA, et du coup, ça empêche la réticulation du peptidoglycane. Les effets indésirables, vous les connaissez, je vous l'ai dit à l'instant, néphrotox, autotoxicité. Le Redman syndrome, entre guillemets, c'est le truc un peu bonus que pas beaucoup de monde connaît, mais qui arrive quand on met trop de vanco d'un coup, et du coup, le patient fait une réaction d'histaminolibération. Il y a diverses choses à mettre en place au moment de la perf pour éviter ça.
Mais voilà. Comment est-ce qu'on retire la notation et passer tous les dessins? Voilà. Alors, où j'en étais? Ouais, troubles digestifs, réaction au point d'injection, ça c'est classique. Ouais, tu mets des corticos et des antihistaminiques. Puis voilà. Contre-indication, l'hypersensibilité, c'est le truc passe-partout. Vous aurez toujours un demi-point pour ça. Pareil pour les injectables, vous aurez toujours réaction au point d'injection. Et pour les antibiotiques, vous aurez toujours un demi-point pour les troubles digestifs. Ça, c'est le truc où vous grattez un demi-point, mais ça fait la différence. L'Agenta. Soit en intraveineux, soit en intramusculaire, je vous comptais un point pour avoir mis l'un des deux. Antibiotiques, c'est un aminoside ou aminoglycoside, ça marchait aussi, qui a un effet bactéricide, concentration dépendant, avec un effet post-antibiotique et une absence d'effet inoculum. La marge thérapeutique, elle est étroite également, donc on a aussi un suivi thérapeutique pharmacologique, aussi pour les risques d'autotoxicité et de néphrotox. Le mécanisme d'action, c'est une inhibition de la synthèse protéique par fixation irréversible sur la sous-unité 30S du ribosome bactérien. Et l'histoire de sous-unités 30S et 50S, c'est important de les connaître parce que les profs, en tout cas à Paris 5, nous ont dit qu'ils comptaient des demi-points pour ça. Donc, entre les macrolides, les cyclines et les aminosides, c'est important de savoir lequel se fixe sur les 30S, lequel se fixe sur les 50S. Lequel est irréversible, lequel est réversible. Le fait d'ailleurs qu'il soit irréversible, c'est pour ça qu'on fait ça en 1 ou 2 injections par jour, pour qu'on ne fait pas des perfs. Parce que ça permet de limiter l'effet néphrotox, mais en gardant une efficacité sur les bactéries, surtout qu'on a un effet post-antibiotique. Oui, tu as des troubles DIGE pour quasiment tous les antibiotiques. Parce que ça va diffuser dans la muqueuse digestive, même si c'est pas absorbé quand tu le prends péros, ça diffuse un peu dans la muqueuse digestive et tu la relargues un peu dans la bile. Un petit peu, tout petit peu. Du coup, forcément, tu vas avoir des troubles digestifs. Lesquels sont irréversibles ou réversibles? Ça, c'est vraiment dans tous les bouquins de pharmaco, hein, vraiment. Ensuite, l'effet curarisant, c'est le poids bonus, entre guillemets. Parce que voilà, pour les myasthénies, on ne peut pas en mettre. La rifampicine, c'est de l'intraveineux, c'est de la classe des rifamycines, avec un effet bactéricide, concentration dépendant. Alors juste là, je réagis par rapport au chat. Le Debec de médicaments, honnêtement, enfin ça, c'est juste moi qui vous le dis, d'ancien étudiant qui passait le concours. Je l'ai pas du tout aimé. Chacun fait sa petite popote. Mais si vous pouvez regarder plutôt le bouquin entre guillemets des profs, là, celui qui est sur Clinical Key, honnêtement, celui-là, il était vraiment bien. J'ai essayé aussi le Medline. Il y a des points sur lesquels il était bien, il y en a d'autres sur lesquels il était incomplet, mais globalement, ouais, pas le debug, hein. La rifampicine peut être prise péros, mais pas à la phase initiale. C'est ce qu'on a mis au début, antibiothérapie probabilis, bactéricide prolongée, forte dose, et à la phase initiale, c'est constamment de la parentérale. Et oui, il y a des fautes aussi sur le Medline. Pour ça, je vous dis, allez sur celui qui est sur Clinical Key. C'est celui-là. Celui-là, il était top. Mais lui, si vous le voyez en BE ou si vous avez accès à la Clinical Key, foncez, il est trop bien. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, du coup, la rifampicine,
Ça peut être du Péros, mais pas à la phase initiale. Une fois qu'on aura typé la bactérie et que la phase initiale est passée. Donc, mécanisme d'action, ça bloque la transcription par inhibition de la sous-unité bêta de l'ARN polymérase bactérienne. En termes d'effets indésirables, il y a l'hépatotox, la coloration des sécrétions, les réactions immunoallergiques. Enfin, vous pouvez compter aussi les hypersensibilités, enfin, voilà, je compte en même temps. Crise de porphyrie et troubles gastro-intestinaux comme d'hab. Et l'effet notable, l'auto-induction des cytochromes et des UGT. Ça ne fait pas que le 3 à 4. Au niveau des contre-indications, bon, insuffisance hépatique sévère, porphyrie, hypersensibilité, la classique entre guillemets. Est-ce que vous avez des questions sur le schéma thérapeutique probabiliste? Super. Donc à chaque fois qu'on vous demande d'analyser un traitement, il faut vraiment que ça ait cette structure-là, avec le médicament, la voie d'administration, vous détaillez classe thérapeutique, classe pharmacologique, et vous ajoutez la classe chimique si c'est pertinent. Pour un antibiotique, il faut toujours dire si c'est bactéricide ou bactériostatique, et si c'est concentration ou temps dépendant. L'effet post-antibiotique et l'effet inoculum, si jamais vous oubliez, essayez. Vraiment, mettez un truc au pif ou lancez une pièce, je sais pas, c'est comme catalase, oxydase, si vous savez pas, mettez un truc. Vous avez une chance sur 2 d'avoir bon. Faut vraiment connaître les médicaments qui sont à marge thérapeutique étroite et les effets indésirables, globalement, il y en a qui reviennent tout le temps. Alors la colle, je pense qu'elle dépasse un tout petit peu 60, mais de toute façon, je ferai un produit en croix pour ramener à la bonne note, entre guillemets, quoi. Parce que c'est ce qui se passe le jour de l'oral aussi, hein. Enfin le jour du concours aussi. C'est hyper compliqué d'avoir une grille qui est exactement le nombre de points attendus. Donc c'est pour ça, plutôt que de regarder la note exacte que vous avez eue, regardez le classement que vous avez eu pour voir comment vous vous situez par rapport aux autres. Surtout que là, on est en fin d'été. On n'est pas juste à 2 semaines avant le concours, quoi. Bah, tu pas obligé de mettre la classe thérapeutique 2 points. À moment où tu as les mots-clés, moi, ça me va. Les grilles sont complètes le jour J, ouais. C'est pour ça qu'on vous y prépare, hein. Ensuite, pour Staph aureus, vous mettez que c'est une bactérie quand même. Genre, la moitié des gens vont pas y penser, mais ça fait un demi-point bonus si jamais ils le mettent dans la grille. Micrococacée, ça c'est l'embranchement phylogénétique. C'est un cocci, gramme plus, en amas. Ça c'est vraiment hyper important. Si vous retenez un seul truc en bactériaux, c'est ça. Catalase plus, oxydase neg. Si vous savez pas, vous mettez au pif. C'est une bactérie qui est aérobie, anaérobie facultative. Alors, j'ai mis micrococacée parce que nous, c'était dans les cours à Paris 5. C'est peut-être pas dans les cours ailleurs en France, mais globalement, enfin, je le compte dans ma grille, parce que c'est un mot-clé, quoi. Et je crois que c'est sur la fiche de l'EMIP. C'est une bactérie qui est non sporulée, non capsulée, mais qui est capable de s'encapsuler et de faire des biofilms. C'est une bactérie qui est immobile, qui est coagulase plus, DNase plus. Donc le coagulase plus, vraiment, pour lui, je mets 1 point et pas 0,5. C'est famille qui est attendue à chaque fois. Ouais, vrai, voilà. C'est capable de s'encapsuler. En fait, entre guillemets, l'étape avant le biofilm pour Staph aureus, c'est ça. Ça fait des exopolysaccharides qui font juste une capsule et ensuite ils en sécrètent plus encore et ça fait du biofilm. Bon, là, on parle vraiment de Staph.
Coagulase plus, c'est pareil que DNase plus? Non, mais les deux correspondent à Staph aureus. Une DNase, c'est pas pareil qu'une coagulase. Et du coup, le coagulase plus, j'ai compté 1 point et pas 0,5 parce que vraiment, c'est le truc qui fait la différence entre un Staph coag plus et un stag coagulationnel, entre les Staph dorés et les Staph blancs. La coagulase libre joue aussi un rôle dans la création de biofilms. Il faut voir que les biofilms, c'est un mélange de sucre et d'agrégats du corps humain. C'est un mélange des deux. Et qui est de composition variable après en fonction des bactéries. Ou des champignons. Il y a des levures qui sont capables d'en faire. Ensuite, dans les caractéristiques microbiologiques, si on vous demande jamais si on vous demande pas du tout les caractéristiques de culture, vous les mettez dans ce cas-là avec les caractéristiques. Ça, si vous mettez de l'ANC avec, c'est Gelos Columbia. Et c'est des colonies jaunes en 24 heures. Milieu de Chapman, allotolérant. L'hémolyse, je sais pas. Je t'avoue que je ne sais pas. Si tu mets allophile, non, c'est la même chose. Allophile, allotolérant, c'est la même chose. Le milieu de Chapman, du coup, pour résumer, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un milieu qui est surchargé en NaCl. Donc, il y a beaucoup de bactéries qui ne sont pas résistantes à des milieux hyper chargés en sel. Mais le Staph doré, il est résistant au sel. Et tu peux aussi faire une gélose ordinaire. Mais globalement, une gélose au sang, c'est classique aussi. En fait, la gélose ordinaire, ça va vraiment être, entre guillemets, quand tu n'as pas d'orientation réelle. Là, vu que tu as une orientation et que tu es sûr que ta bactérie pousse dans le sang, bah, du coup, tu mets une gélose au sang. Parce que sinon, bah, elle ne serait pas au niveau du cœur, quoi. Je vous ai compté des points bonus pour les facteurs de virulence si vous m'en aviez mis. Je ne sais pas si les profs les comptent. C'est pour ça que j'ai mis un point bonus. Ensuite, pour l'antibiogramme. Donc, est-ce que quelqu'un a envie de se lancer pour l'analyse de l'antibiogramme? Alors ouais, Sarm, pourquoi? Vraiment, je veux l'explication de pourquoi est-ce que c'en est un. Résistance à l'oxacilline, ouais. Métière, ouais, c'est la même chose, hein. Résistance à la céfoxytine aussi. Exact. Et sensible au C5G. Exactement, c'est ça. Est-ce que si on avait eu une résistance isolée à la pénicilline G, ça aurait changé quelque chose? Genre si toutes les toutes les bêta-lactames étaient sensibles, mais pas à la péniG, est-ce que c'est toujours... c'est quel mécanisme dans ce cas-là? Pénicillinase, ouais, exactement. En fait, il faut voir que 90 à 95% des staph dorés sont résistants à la péniG, liés à une pénicillinase. Je vous ai compté quelques points là-dessus. Je vous le montrerai après, une fois qu'on aura fini d'analyser l'antibiogramme. Et oui, on resterait avec l'inhibiteur de bêta-lactamase. Et du coup, c'est un mécanisme qui est différent de la résistance à la méticilline, qui, comme vous l'avez dit, c'est une PLP additionnelle, PLP 2A, qui là n'est pas restaurée par un inhibiteur de bêta-lactamase, qui fait que les pénis M
ne sont plus sensibles. Enfin, c'est plus sensible à la pénicilline. Donc l'oxacilline, c'est fini. Et le 10 de céfoxytine, en fait, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour le dépistage des SARM de façon spécifique et sensible. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai mis les deux, au cas où vous aviez plutôt l'habitude de voir l'un ou l'autre. Faut voir que la ceftaroline et le ceftobiprol sont prévus pour être toujours actifs sur les staphes dorées, résistants à la méticilline, mais globalement, ça coûte très cher et c'est pas hyper utilisé. La céfoxytine, bah, elle sert en fait à vous montrer que c'est un SARM, comme l'oxacilline. La C5G ou C4G, là, c'est la ceftaroline, hein. Ceftaroline ou ceftobiprol, la céfoxytine, je répète un petit peu, elle permet de faire, le dépistage des staphylocoques résistants à la méticilline. Céfoxytine. Donc c'est comme l'oxacilline, entre guillemets, qui est une PNIM. La céfoxytine, c'est une céphalosporine, mais qui sert pour ce dépistage-là. Donc en fonction de si vous saviez que l'oxacilline, c'est une PNIM, ou si vous saviez que la céfoxytine sert pour ce dépistage, je vous ai mis les deux dans l'antibiogramme au cas où. Ouais, ouais, ouais. Céfoxytine R, spécifiquement pour les staphylocoques dorés, hein. Pour les autres bactéries, ça fonctionne pas aussi bien, pour, bah, de toute façon, tu peux pas définir un staph, doré résistant à la méticilline, c'est pas un staph doré. Enfin bref. Voilà. Donc pour les côtés pénis, on est d'accord. Voilà ce que j'ai mis dans la correction. Donc SARM, je vous le compte bon seulement si vous avez détaillé l'abréviation, comme toute abréviation de manière générale. Si c'est pas détaillé, c'est pas compté. Résistance à tous les bêta-lactames, sauf ceftaroline, ceftobiprol. Non réversible par l'ajout d'inhibiteurs de bêta-lactamase. La céfoxycine permet la détection de façon fiable et spécifique des SARM. Et donc le mécanisme, PLP2A par gène MECA porté par la cassette SCC-MEC, faible affinité pour les bêta-lactames. Et ensuite l'histoire de pénicillinase plasmatique, blablabla. La valeur du diamètre de la CMI, je sais qu'on vous l'avait sorti à P5, mais je ne l'ai jamais retenu. Et honnêtement, en laboratoire, c'est les logiciels qui le font entre guillemets à ta place. Toi, tu es là pour contrôler et interpréter. En vrai, ça sert pas. Enfin, je dirais pas que ça sert à grand chose de retenir exactement le diamètre de d'inhibition. Tu as d'autres choses plus importantes à apprendre. Donc voilà. Donc j'insiste, enfin j'ai dit plutôt bêta-lactame que bêta-lactamine, parce que les PNM sont des bêta-lactames et pas des bêta-lactamines, même si beaucoup font le raccourci. Parce que là, hop, si on regarde un PNM, là vous n'avez pas d'amine ici. Donc c'est juste un bêta-lactame. Donc si on regarde, je sais pas, une céphalo, là vous avez une amine. Donc bêta-lactame, in, amine, bêta-lactame. Donc voilà. Mais après, il faut voir que dans la pratique, beaucoup font le raccourci. Je pense pas que ce soit gênant si vous avez mis l'un ou l'autre. Ensuite, pour la résistance, de l'autre côté, pour la vancomycine, c'est sensible. Donc je vous compte un point si vous m'avez dit que c'est sensible à la vanco. La rifampicine, c'est sensible. Et oui, effectivement, résistance aux aminosides, Dobra et Cana, inactivation enzymatique de l'antibiotique. Donc là, pour le coup, je vous comptais bon si vous m'avez mis inactivation enzymatique ou si vous m'aviez mis directement le nom de l'enzyme. Les deux sont OK, hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc phénotype KT, c'est le plus fréquent pour les SARM. Donc K si vous avez que la kanamycine, KT si vous avez kanamycine plus Tobra, KTG si vous avez Cana, Tobra, Janta. En général, ça arrive dans cet ordre-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la lecture de l'antibiogramme?
OK, super. Donc là, voilà, top et du coup, la question 8, est-ce que le traitement doit être modifié du coup? Bah non, vu qu'on n'a pas de résistance au traitement qui a été initié et que c'est comme ça que ça se enfin, c'est le schéma, quoi. Donc la vanco, elle a continué pendant au moins 6 semaines, l'Arifan au moins 6 semaines et l'Ajanta 2 semaines. Donc ça, par contre, je pense que c'est quelque chose qui peut être demandé. Autant on va pas vous demander quel traitement, enfin, autant je pense pas qu'on vous demande quel traitement probabiliste mettre en place, autant je pense que les durées de traitement, ça peut vous être demandé. Donc la Janta, s'il y en a, c'est toujours 2 semaines et Vanco-Orifan, au moins 6 semaines. L'Arifan, on pouvait l'enlever, je crois pas. C'est en fait, c'est le traitement entre guillemets «classique», d'une endocardite à SARM et tu as pas d'intérêt à faire une désescalade thérapeutique par C5G parce que ça coûte beaucoup plus cher et juste Vanco-Orifan, c'est voilà quoi. Si, tu gardes l'Arifan parce qu'il a il a une valve. Attends, on va ressortir les guidelines, hein. Alors, ta 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 tam. Donc ça, c'est hop, c'est pas ça. Donc ça, c'est le schéma initial. Donc Astaf. Mmh mh. Ouais, le linezolide a une action aussi sur les SARM, mais ouais, exactement, c'est ça, ça te coûte la peau du cul, hein. Et vraiment, c'est un truc que tu verras pas souvent. Sauf si tu fais vraiment des antibiotiques, à la pharmacie, mais globalement, tu as pas beaucoup de prescriptions de manière générale, par rapport aux autres antibiotiques. Où est-ce que j'avais trouvé les durées de traitement? Mmh. Regardez. Attends, sommaire, il y aura un truc. Cardite infectieuse, endocardite infectieuse, let's go. Si, Larifan, je t'assure en tout cas que c'est dans le traitement des endocardites infectieuses, hein. Ça, je te l'assure à 100. Alors, ta 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 tam. Donc là, vous avez à nouveau les critères de la Duke. Alors, traitement de streptocoque, entérocoque, staph. Bactéries, surval prothétique, staph métière, donc vanco ou dapto plus gentarifan, sans allergie. Et du coup, c'est ça, durée plus de 6 semaines pour les deux, pour vanco, genta et gentamicine, 2 semaines. Là, j'ai pas retrouvé sur les recos de l'ESC, mais c'est quelque part. Donc ça, si vous cherchez, c'est le Epilis tropical qui est dispo gratos en ligne sur le site infectio.com. Vous avez ce site-là, qui est le site de la SPILF, et dans documents, non, dans formation, vous avez à la fois le e-pili étudiant et vous avez le pili tropical. Donc là, le pili tropical, c'est celui que j'ai utilisé à l'instant, où vous avez le livre complet en ligne, gratos.
qui est parfois un peu complet et parfois un peu pas assez complet par rapport à ce qui est attendu pour notre examen, mais globalement dans la pratique, il est génial. Là, vous avez, les référentiels. Celui-là, pour moi, c'est vraiment le top si vous l'avez en BU, parce qu'il est extrêmement bien fait, je trouve en tout cas. Il y a certains traitements qui sont un petit peu anciens, mais globalement, c'est le truc parfait pour les antibiotiques. Vous avez à chaque fois, par classe d'antibiotiques, des grosses fiches en début d'ouvrage et je le trouve génial et pour le pilier étudiant, là, vous avez tous les items du pilier étudiant. Donc par exemple, si on a envie d'ouvrir, endocardite infectieuse qui, attention, est pas très complet pour les étudiants en médecine. On parle pas du tout de thérapie exacte, dedans. Bah, là, vous avez tout l'item, qui est disponible. Voilà. Je vous ai ajouté, des petits liens aussi, donc que ce soit dans le pilier étudiant, pour les endocardites infectieuses et non infectieuses sur MSD manuel. L'antibiogramme de Staphylococcus aureus, si vous pouvez l'ouvrir, ça vous détaille comment lire l'antibiogramme pour Staph doré et pas juste avec, les pennies et les aminosides. Et les guidelines de l'ESC, voilà. Alors décroissance des pozos, pour la Janta, non. Pour la Vanco, ça dépend de l'état des reins du patient. C'est pas un patient qui est lâché dans la nature, hein, vraiment on va le surveiller. Mais globalement la Janta de toute façon tu la laisses 2 semaines parce que c'est néphrotoxique et voilà. Et la Vanco, c'est en fonction de la fonction rénale. Janta 5 jours max pour la plupart des infections. Mais là on parle d'une infection cardiaque, qui du coup est plus difficile à atteindre parce que tu vas en fait, à partir du moment où tu as des végétations, ça veut dire que ta formation entre guillemets de «biofilm». Parce que tu as une espèce de colonie qui s'est fixée sur la valve, et voilà, faut bien pénétrer dans le biofilm. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On est bon? Oui, ouais, ouais, le drive, je vais le mettre à jour là, dans la journée. Donc voilà, pour l'infectio, vous avez du coup le livre que je vous ai montré. Pour les médicaments, regardez vraiment le livre des profs là qui est sorti l'année dernière, qui est génial et qui a pas beaucoup d'errata. Et puis globalement, bon courage. Infectiologie.com. Le barème du cas, bah, j'ai pas fait le total des points parce que tu vois, il y a des questions où j'ai pas compté le nombre de points exacts que ça faisait. Mais globalement, bah, de toute façon, tu auras ta note, sur le nombre de points visuels dans le cas clinique. L'infectio, ouais, je l'ai révisé sur le pilier 2020 et sur le pilier tropical. Bon appétit!